Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour cette cinquième revue hebdomadaire de Québec Nouvelle, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors on va parler un petit peu, ça a été une grosse semaine de déni pour, pour Justin Trudeau, alors dans plusieurs sujets. En premier lieu, on va parler un petit peu de la commission sur l'état d'urgence. Après ça, on va parler du contrôle des armes à feu. Alors les libéraux ont rajouté un amendement, dans le fond, à leur projet de loi là, pour le contrôle des armes à feu qui en ferait le plus gros... le plus gros bannissement d'armes de toute l'histoire du Canada. Après, on va parler un petit peu du déni, encore une fois, là, de Justin Trudeau au sujet des ingérences chinoises dans la campagne électorale de 2019. Après, on va revenir sur le Canadian Anti-Hate Network qui a été débouté en cours. Hein. Il poursuivait des journalistes pour diffamation, alors qu'il avait tout simplement sorti des informations qui étaient véritables, donc qui étaient véridiques. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler un petit peu des chèques anti-inflation du gouvernement Legault. Et finalement, aller regarder un petit peu ce qui se passe en Iran. On n'a pas beaucoup parlé, en tout cas chez Québec Nouvelle, donc c'est assez important d'en parler. Beaucoup de mouvements en Iran ces temps-ci, vous avez dû le voir. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, sans plus attendre, alors le premier thème, Trudeau et l'état d'urgence. Donc, vous avez peut-être suivi ça un tout petit peu. Je vais vous donner un premier aperçu de ce qu'on peut voir à la commission d'enquête de où Justin Trudeau a récemment là, fait une apparition pour défendre la décision de son gouvernement d'utiliser l'état d'urgence. Just stopping there, Prime Minister, do you remember what you were referring to when you start talking about you shouldn't need more tools? Um, um, Hey, en plus, je vais vous dire bien franchement, je l'ai écouté là. Et c'est un montage, en fait, c'était plus long que ça. C'est rare qu'un montage, en fait, est à l'avantage de la personne. Parce que c'était carrément plus long que ça. Mais bon, bon c'est des railleries, là. Il fait pas juste s'enfarger dans ses mots comme ça tout le long. Mais le fait est que c'est tout de même assez surprenant. Hein, parce que il défend corps et âme la décision de son gouvernement d'avoir proclamé l'état d'urgence. Et on le sait, hein, dans tout ce qui s'est passé là, on a parlé de cette manifestation-là des camionneurs, ce qu'ils ont appelé le convoi de la liberté. On a appelé ça le siège d'Ottawa et on a dépeint ça comme un événement extrémiste. Hein, et on a invoqué un état d'urgence en affirmant au bout du compte qu'il y avait des dangers extrémistes, hein, que c'était vraiment des radicaux qui étaient là et tout. Et cette commission d'enquête-là a, au bout du compte, démontré que la majorité des autorités concernées ne croyaient pas que c'était justifié. Ils ne voyaient pas vraiment, en fait, de danger extrémiste ou de danger qui justifiait un usage de la force comme ça. Dans tout ce sujet-là, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept de la fenêtre d'Overton, le fait qu'il y a comme une fenêtre de ce qui est socialement acceptable, hein, dans le discours public, qui peut se déplacer des fois, donc des discours qui autrefois étaient inacceptables deviennent acceptables, et à l'inverse, des discours ou des actions qui étaient acceptables avant deviennent inacceptables. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, bon, avec les mouvements populistes, Trumpistes, etc., on a fait ça avec, bon, les conservateurs, on essaye de les retirer de la fenêtre d'Overton, on essaie de faire en sorte que toute espèce d'expression conservatrice serait, dans le fond, radicale, hein, à l'extérieur de ce qui est acceptable en société. Et on fait la même chose maintenant pour les manifestations. Bon, c'est comme si le Canada est toujours en train d'essayer de copier ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est comme si, là, vu qu'il y a eu le 6 janvier aux États-Unis, on se dit, le convoi des camionneurs, c'était un petit peu la même chose. Nous aussi, on a eu notre insurrection. Nous aussi, on a eu notre siège. Et là, on est en train de faire à semblant que c'était, c'est ça, une insurrection violente, etc. Et que ce n'est pas acceptable sur la scène publique. Je veux dire, si vous regardez ne serait-ce que les gilets jaunes, ou si vous regardez en général toutes les manifs, hein, et les manifs de gauche aussi, hein, les gaz lacrymogènes, l'anti-émeute, se lancer des clôtures, je veux dire, casser des vitrines de banques, etc. Ça a été pas mal dans ce qui était normal et normalement accepté en termes de manifestation jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, juste le fait d'avoir des camionneurs qui bloquent un centre-ville sans nécessairement faire autre chose que de klaxonner et de mettre des DJ un peu partout pour danser dans la ville, eh bien ça, c'est devenu quelque chose d'extrémiste. Donc, c'est assez intense, là. Je veux dire,
à un moment donné, il faut quand même reconnaître que des manifestations, il y a un côté disruptif à ça. Et ben, c'est justement le but d'une manifestation, c'est d'avoir un côté disruptif pour pouvoir se faire entendre et essayer de mettre de l'avant le changement. Et justement, parlant de changement, le but d'une manifestation est manifestement d'essayer de faire plier le gouvernement sur certains sujets. Et bien, Justin Trudeau, lui, il a une autre opinion sur la question. Yeah, I think we have a robust functioning democracy, and public protests are an important part of making sure we're getting messages out there, and Canadians are getting messages out there and highlighting how they feel about various issues. But using protests to demand changes to public policy is something that I think is worrisome. Okay. Donc, j'aime le OK de celle qui l'interroge. Il est littéralement en train de dire la définition d'une manifestation, puis il dit que c'est quelque chose qui l'inquiète. Non, je présume qu'il s'est peut-être mélangé dans ses mots, mais comme je disais, il y a quand même ce concept-là, que c'est comme si on est en train de faire déplacer la fenêtre d'Overton et on est en train de prendre ce qui aurait été considéré comme des manifestations tout à fait normales il y a quelques années et en faire maintenant des sièges et des insurrections. Et c'est comme si, du jour au lendemain, là, depuis la crise du COVID, là, on n'a plus le droit de critiquer le gouvernement, on n'a plus le droit de se mobiliser, hein, de justement faire ce genre de manifestation-là. Pensez juste aux gilets jaunes, là, aux barricades partout dans Paris pendant des mois et des mois et des mois de confrontation avec l'anti-émeute, comme je disais, avec des gaz lacrymogènes, je veux dire, des voitures brûlées, des voitures renversées, etc. Je dis pas que c'est de quoi qui est bon, je dis pas que c'est ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, on est en train de changer la définition peu à peu de ce qu'est une manifestation et on est en train de devenir des petits peuples de moutons qui peuvent plus rien faire. Et bon, Justin Trudeau aussi a nié avoir insulté, dans le fond, les participants du convoi, alors que, on a des transcriptions qui sont sorties dans les dernières semaines qui démontraient clairement que Justin Trudeau avait traité les participants du convoi d'imbéciles. Donc, il est dans le déni, il dit ben non. Il s'est même fait demander à quel moment il a commencé à avoir peur de ses citoyens. C'est à quoi il a répondu, on n'a pas peur de nos citoyens, etc. Au bout du compte, il est dans le déni, il dit non, tout était correct, et c'est ça. La défense, disons, du gouvernement est assez faible, là. On voit que les autorités concernées avaient pas vraiment besoin là, de ces mesures exceptionnelles-là. C'est à se demander même si Justin Trudeau voulait pas tout simplement suivre les pas de son père et avoir lui aussi son Just Watch Me moment. On va voir quelles seront les conclusions de cette commission-là dans quelques temps. On va voir sur quoi ça va aboutir. Maintenant, pour notre deuxième thème, alors comme je disais, les libéraux ont rajouté un amendement à leur projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui en ferait, dans le fond, au bout du compte, le plus grand bannissement de l'histoire du Canada en matière d'armes. Donc, à la base, le projet de loi incluait les armes de poing, hein, donc les pistolets, etc. Et maintenant, ils sont en train d'introduire de nouvelles clauses là, dedans. Et donc, ça inclurait toute arme, que ce soit un fusil ou un shotgun, qui serait semi-automatique et qui serait designé d'une manière à avoir des cartouches détachables avec une capacité qui serait plus grande que ce pourquoi l'arme elle a été faite originellement. Donc, au bout du compte, c'est assez technique comme affaire, mais ça ferait en sorte que ça inclurait une immense quantité d'armes qui sont utilisées par les chasseurs au jour le jour. Là. On parle ici d'environ 200 000 propriétaires d'armes qui utilisent leurs armes pour la chasse principalement. Et donc, c'est ça, on est vraiment en train de d'étendre, dans le fond, le contrôle des armes à feu sur des secteurs qui n'étaient pas considérés à la base, ce qui a fait en sorte que même un politicien d'Alberta a dit que le gouvernement du Canada est pratiquement en train d'essayer de bannir toute arme à feu, à petit feu, en rajoutant toujours de plus en plus de clauses. Et c'est assez... C'est assez inquiétant parce que, encore une fois, comme je dis, c'est comme si le Canada, on essaie toujours de copier les États-Unis. C'est comme si tout ce qui se passe aux États-Unis, on veut notre version canadienne. Et là, donc, vu qu'on voit qu'il y a plein de fusillades aux États-Unis et qu'il y a une forte volonté du contrôle des armes à feu, c'est comme si on transcrit ce débat-là et on l'apporte au Canada comme si ça s'appliquait à nous aussi. Alors qu'on le sait très bien qu'au Canada,
Il y en a eu des fusillades. Je dis pas que c'est pas un risque et qu'il n'y en a pas. Mais c'est clairement pas le même phénomène social qu'aux États-Unis. Et clairement, l'augmentation, admettons, de la violence par arme à feu dans la dernière année, clairement vient des gangs de rue. Et les gangs de rue ne se tirent pas dessus à coups de fusil de chasse. On le sait d'ailleurs d'où viennent ces armes-là. La majorité des armes que les gangs de rue utilisent, c'est des armes non enregistrées, c'est des armes illégales qui traversent la frontière par la majorité du temps par des réserves amérindiennes, dont Akwesasne. Donc, je vais juste vous montrer vite où ça se situe pour vous faire comprendre un petit peu en quoi c'est justement un point de passage pour les armes à feu. Donc, c'est assez facile à trouver. Vous avez le Québec ici. Et l'Ontario ici. Donc, la réserve d'Akwesasne, c'est facile à trouver. C'est directement à la frontière entre les États-Unis, l'Ontario et le Québec. Donc, c'est parfait pour eux, parce que ça fait en sorte qu'ils peuvent faire passer des armes des États-Unis jusqu'au Québec et des armes jusqu'à Toronto. Donc, c'est pour ça qu'au bout du compte, c'est pas très loin de Montréal. C'est le flux ininterrompu d'armes. Et même les gardes de frontières, les douanes américaines ont déjà accusé le Canada. Ils ont dit, vous avez peur des Autochtones, vous voulez rien faire, vous avez peur des Autochtones. Donc, c'est ça, les priorités du gouvernement de Justin Trudeau, c'est plutôt de s'attaquer aux chasseurs, aux propriétaires d'armes à feu légaux partout au Canada qui ne causent pas de problème. Mais pour ce qui est des vrais problèmes en termes d'armes à feu, il faudra attendre. Donc, c'est ça, je voulais juste parler vite parce que c'est complètement ridicule. On peut toujours s'insurger avec nos de grands principes, à être contre les armes à feu, etc. Mais je veux dire, la chasse, c'est quand même pas une activité criminelle. On est pratiquement en train de la criminaliser en ce moment, là, en bannissant absolument tout type d'armes qui pourrait être utilisées dans ce genre de situation. Donc voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est de la Chine, comme je dis, je parle d'un déni complet, un petit peu comme le fait de nier avoir insulté les participants du convoi. Dans le cas de la Chine, c'est un petit peu plus grave. Justin Trudeau a passé la semaine à dire qu'il n'avait pas été informé des ingérences chinoises dans nos élections en 2019. Donc, on le sait, ça fait des semaines qu'on entend parler de ça, les stations de police en sol canadien, les espions qu'on découvre un peu partout dans nos institutions. Et puis, on a eu ces révélations-là, en fait, des services de renseignement, comme quoi il y aurait eu des ingérences chinoises dans notre élection en 2019. Et bien, c'est ça, là, il vient d'affirmer que non, j'ai jamais été mis au courant. Le directeur général des élections, même chose, personne n'écoute au courant, au bout du compte. Alors, on en vient à se demander, ça sert à quoi d'avoir un service de renseignement s'il ne renseigne pas les autorités compétentes, c'est bien la fonction au bout du compte de cette organisation-là. Et là, ça se renvoie la balle même. Il y a eu des attaques là, de la part des libéraux qui voulaient littéralement insinuer que l'opposition voudrait délégitimer les résultats de l'élection de 2019, de devenir littéralement un petit peu comme des pro-Trump, remettre en question l'élection, ce qui est assez bas, on va se le dire. On parle d'ingérence chinoise, là, on parle pas de dire que le gouvernement de Justin Trudeau est illégitime, on parle d'aller au fond des choses, de savoir c'est qui les candidats qui ont reçu de l'argent de la Chine. C'est pas compliqué, révélez-le, dites-le nous, c'est qui les candidats corrompus qui ont été achetés par des espions chinois. Donc, cette espèce d'obstinage-là et ce déni-là de la part du gouvernement libéral est très, très bas et il va falloir éventuellement là, qu'on se réveille sur ce sujet-là. La Chine est une superpuissance, on le sait, c'est celle qui va probablement dominer le prochain siècle. Il serait peut-être temps là, qu'on se réveille. J'ai même écrit un article cette semaine où je disais, est-ce que la Chine a un passe-droit? Parce qu'on dirait que dans toutes nos relations avec la Chine, là, si la Russie faisait une fraction de ce que la Chine fait en ce moment, écoutez, on serait sur le pied de guerre, on serait pratiquement déjà en Ukraine. Bon, j'exagère un peu, mais c'est parce qu'à un certain moment, là, ça donne vraiment l'impression qu'au bout du compte, la Chine a le droit de faire ce qu'elle veut, puis on va jamais réagir. Là, on parle de tout ça, là, on parle des espions, etc. On dirait qu'on a pratiquement oublié aussi que toute cette pandémie-là a démarré dans des circonstances assez nébuleuses là, autour du lab de Wuhan. Puis on est allé faire une enquête là, avec l'ONU 1 an après, comme s'il allait rester des preuves de quoi que ce soit. Et puis c'est ça, tu sais, que ça a bouleversé complètement l'équilibre mondial. Peu importe. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du compte, on s'est allié avec la Chine autour des années 70
pour contrer l'URSS. Ben là, l'URSS n'est plus là. Bon, maintenant, la Russie est encore là, mais le principe, c'est qu'on ne peut pas s'opposer aux deux. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Là. En ce moment, la principale menace, ce n'est pas la Russie. La principale menace, c'est la Chine. Et pourtant, on dirait que nos politiciens et toutes les élites occidentales la traitent encore comme un de nos alliés. Eh bien, on l'a vu aussi avec Xi Jinping qui rabrouait Justin Trudeau là, comme si c'était un gamin d'école, ce qu'il est un peu, on va se le dire, mais tout de même, un comportement tout à fait inacceptable. Et on fait comme si de rien n'était, on préfère en rire de Justin Trudeau. Et il faut se réveiller là, à un moment donné. Là. La Chine, là, c'est pas notre amie et elle est prédatrice et il va falloir qu'on aille au bout des choses. Justin Trudeau, c'est ce qu'il vient de demander là, bon, au service de renseignement. Il est un petit peu trop tard. Puis de dire j'ai jamais été informé, etc. Ben, peut-être pas juste aller au bout des choses, mais s'assurer que la prochaine fois, on réagisse plus rapidement que ça. Bon, maintenant, il n'y a pas que du mauvais. Hein? Tout de même, une belle victoire. Le Canadian Anti-Hate Network a été débouté en cours. Il poursuivait deux journalistes, Jonathan et Barbara Kay, qui avaient critiqué l'organisation, qui se veut, dans le fond, une organisation contre la haine, hein, contre l'extrémisme de droite. Dans le fond, ils avaient critiqué l'organisation en dévoilant des liens qu'ils avaient avec les organisations Antifa. Bon, vous devez savoir, hein, les Antifa se part d'une belle appellation. Hein. Tout le monde peut dire, ben, c'est quoi le problème d'être antifasciste? Hein? C'est quoi le problème de s'opposer au fascisme? Ben, le problème, c'est justement, comme vous le voyez sur la photo juste ici, ben, c'est qu'au bout du compte, les antifas sont tout aussi violents, voire même plus violents que les fascistes eux-mêmes. Et surtout que leur définition du fascisme est assez malléable. En n'importe quel conservateur ou libertarien, ou en fait, tout le champ droit pour eux est du fascisme. Et donc, c'est des gens qui menacent et qui veulent tabasser des gens, littéralement. J'ai même assisté dans une manifestation à un manifestant se faire tabasser par les antifas. Les antifas sont violents, sont des fachos. C'est littéralement des fachos. Et là, tu as le Canadian Anti-Hate Network qui les finance et qui a des liens avec eux, etc. Et donc, c'est tout de même assez ironique. Hein? Bon, on est contre la haine, mais contre la haine juste d'un côté. Et même contre juste un côté en général. Hein? Mais si on est haineux d'un autre côté contre la droite, bah ça c'est toujours correct. Hein? Donc, comme je dis, c'est une victoire. C'est une victoire parce que ben là, il poursuivait les journalistes pour diffamation et le juge a dit, ben c'est parce que c'est vrai que vous soutenez les antifas, que vous les financez. Et c'est à noter aussi que le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement des libéraux, soutient et finance aussi le Canadian Anti-Hate Network. Donc, au bout du compte, c'est un petit peu comme si notre gouvernement finançait, par le travers de Anti-Hate Network, finançait des organisations violentes. Donc, ben, c'est ça. C'est tout de même une bonne victoire qui soit déboutée et que le juge ait réalisé et que ce que les journalistes disaient, c'est juste complètement vrai. Si le Canadian Anti-Hate Network finance et soutient des groupes comme Antifa, je suis désolé, mais c'est pas de la diffamation que de le souligner et même, c'est plutôt essentiel à la société de le savoir. Donc, c'est ça. Bon, on va quand même célébrer les bons coups et espérer que cette organisation-là se fasse remettre à sa place comme il se doit. Maintenant, je voulais juste parler vite des chèques anti-inflation de Legault. Quel paradoxe, hein? Quel paradoxe. Donner de l'argent pour contrer l'inflation. C'est d'un cynisme. C'est littéralement comme si François Legault dévoilait à la face du Québec en entier qu'il considérait les Québécois comme tout à fait ignorants en termes économiques. Hein, c'est juste une espèce de promesse de campagne. Hein, je vais vous donner 600$. Et 600$, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quoi? Un loyer? Même pas. En fait, la majorité des loyers surpassent largement ça. Ce qui me fait capoter là-dedans, c'est qu'admettons, je prends mon exemple personnel. Moi, dans la dernière année, j'ai eu de la PCU, etc. Et là, j'ai le chômage qui est après moi. Là, il veut que j'y redonne 1000$. Mais là, il y a le gouvernement du Québec qui, lui, me redonne 600$. Et là, il faut que je paye plus d'impôts à cause du PCU. Mais ils ont augmenté le crédit de solidarité. Et là, c'est comme si, au bout du compte, c'est quoi cette espèce de manière de procéder-là qui fait juste vivre des foutus fonds? Si je dois de l'argent au gouvernement, pourquoi vous m'en donnez? Tout le monde sait que c'est une mesure bidon au bout du compte. Hein? Ça serait beaucoup mieux au bout du compte de faire des crédits d'impôt, de baisser des taxes, notamment la taxe sur l'essence. Hein? Parce qu'on le sait, si le coût de la vie augmente, c'est aussi parce que le coût des livraisons, hein, les camions, il faut bien qu'ils mettent du gaz dedans. En fait, le coût de la vie est influencé par les prix de l'essence.
baisser la taxe sur l'essence avant de m'envoyer 600$. Je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est juste une espèce de petit bonbon qui mène absolument à rien, qui va avoir aucun impact en tant que tel sur l'inflation, si ce n'est de peut-être la faire augmenter. Mais pour alléger la vie des citoyens, c'est en baissant les taxes, c'est en baissant les impôts. C'est pas en prenant des impôts et en redonnant des petits chèques à gauche, à droite comme ça. C'est tellement insignifiant comme genre de politique. Mais bon, je présume que je vais acheter des cadeaux de Noël avec le 600$. Je sais pas. C'est juste que, comme je dis, je trouve ça ridicule de devoir autant d'argent au gouvernement et qu'il me donne de l'argent en même temps. Je veux dire, ne serait-ce qu'en coût administratif, juste tout le personnel qui doit manipuler les chiffres, calculer les chèques, etc., etc. C'est juste au bout du compte pour justifier la job d'une couple de fonds qui jonglent avec notre argent, qui en prennent à quelque part, qui nous en redonnent à quelque part d'autre. Au bout du compte, ce que les gens veulent, c'est juste garder l'argent qu'ils gagnent. Garder l'argent qu'ils gagnent dans leur poche et ne pas avoir à l'envoyer au gouvernement pour que le gouvernement décide après si, je vais t'en redonner un tout petit peu. Bon, en tout cas, je m'emporte un peu, mais je voulais juste dire à quel point c'est insignifiant comme politique et que, c'est ça, c'est le petit cadeau de François Legault pour Noël, il semblerait. Donc, on devrait recevoir ça bientôt, gang. On va régler l'inflation en donnant de l'argent aux gens. Bon, maintenant pour ce qui est de l'Iran, comme je dis, j'aurais aimé ça en parler plus. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui a étudié beaucoup le Moyen-Orient. Et bon, ces dernières années, je l'ai moins commenté. J'aurais aimé ça le commenter dans les derniers temps, mais c'est la première fois que je le fais vraiment. Je voulais en parler un peu. Vous avez tous vu ça aller. Des protestations qui ont commencé en Iran, bon, avec l'assassinat d'une femme qui avait pas mis son voile. Et bon, ça a créé tout ce mouvement de protestation-là qui à ce jour n'est pas terminé. Les autorités iraniennes n'ont pas réussi à vraiment reprendre le contrôle et qui ont donné lieu à beaucoup de scènes qui portent beaucoup à l'espoir, justement. C'est la première fois qu'on voit, au bout du compte, en quelque sorte, une certaine forme d'émancipation de la jeunesse en Iran contre les fameux mollahs, ces leaders religieux de l'islam chiite qui tiennent d'une main de fer l'Iran. Donc, ça fait vraiment du bien à voir. Et il y a aussi depuis quelques temps, cette espèce de défi que les jeunes se lancent, de non seulement, les femmes enlèvent leur voile et révèlent leurs cheveux, mais il y a ce défi d'aller taper le turban des mollahs pour les faire tomber sur le sol. Certains diront c'est une attaque à la personne. Fair enough, mais au bout du compte, on parle quand même d'un régime qui emprisonne et assassine, qui pend les homosexuels, qui ne respecte absolument aucun droit de l'homme, et ce sont les mollahs eux-mêmes qui soutiennent ce régime-là et qui le tiennent en place. Donc, on va se le dire, là, un petit turban qui tombe sur le sol, c'est quand même la moindre des choses par rapport à ce qu'ils maintiennent comme système. Donc, on va aller voir vite le fameux défi de faire tomber les turbans des mollahs. Bon, alors, je mets pas la musique parce que j'ai un petit peu peur des copyrights, là, mais ça va comme suit. Donc vraiment devenu un phénomène là, social, on voit des vidéos partout de ça sur les réseaux sociaux. Donc les mollahs sont pas très à la mode ces temps-ci là. Donc ça n'arrête pas. Et c'est quand même rassurant aussi de voir à quel point il y a beaucoup d'hommes aussi qui soutiennent les femmes qui dévoilent leurs cheveux. Donc de voir qu'au bout du compte, c'est pas simplement juste des femmes qui manifestent, ça semble être un phénomène un peu générationnel. Ça semble être les plus jeunes qui se lèvent, le turban direct dans les ordures. Donc ça fait du bien de voir ça un petit peu en Iran. Bon, on le sait que l'islamisme a eu une remontée assez incroyable dans les dernières années. Bon, il y a eu toutes les affaires avec l'État islamique, etc. Mais ça fait du bien de voir que l'Iran se réveille et reprend ses droits. Et ça me fait penser à une réflexion qu'un de mes professeurs favoris à l'université avait eue, monsieur Deriani, qui nous faisait part, et qui disait essentiellement que surprenamment, ça va un petit peu à l'inverse de ce qu'on pense habituellement, mais que surprenamment, l'Iran était probablement positionné comme un des pays les plus à même d'accomplir la laïcité au Moyen-Orient. Donc vous allez me dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est la République islamique d'Iran, c'est un régime des plus intenses là, sur ces questions-là, pourquoi ce ne serait pas plutôt la Tunisie, etc., Maroc. La raison étant que l'Iran est chiite. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que
il y a plus de facilité, en fait, de dissocier le religieux du politique dans la société chiite. C'est parce qu'il y a un clergé dans la société chiite. Tandis que dans la société sunnite, hein, qui constitue l'essentiel du Maghreb, du Moyen-Orient, admettons l'Arabie Saoudite, etc., dans les sociétés sunnites, il n'y a jamais eu de distinction claire entre le religieux et le politique. En fait, c'était le sultan qui incarnait lui-même l'autorité religieuse. Et ça fait en sorte que c'était les autorités politiques qui incarnaient le religieux. Et donc, soit on en arrivait à des gouvernements complètement laïques, du style Nasser, hein, ou du côté des Turcs, les gouvernements kémalistes, ou soit c'était retour complet à la religion et à une espèce de forme de religion très très intégrée dans la politique. Tandis que la société chiite, comme je dis, a un clergé. Donc c'est plus facile, justement, vous les voyez, ces mollahs-là, de faire en sorte de dire que le clergé fasse un pas de recul et qu'il sorte, dans le fond, du gouvernement sans altérer dans son essence même la structure religieuse. Puis, au bout du compte, c'est un petit peu comme dans les sociétés chrétiennes. Hein? On n'a pas eu besoin de démantibuler l'Église catholique pour faire en sorte que nos gouvernements soient laïques. On a juste eu à retirer le clergé catholique de nos institutions et le laisser à part. Donc, ils peuvent évoluer, en quelque sorte, les deux en parallèle sans nécessairement être les deux ensemble. Donc, tu sais, l'Iran, jusqu'à la fin des années 70, c'était une des sociétés les plus libérales de la région. Bon, on le sait, le Shah d'Iran était très oppressif, mais bon, c'était du capitalisme, les femmes étaient en bikini sur les plages, etc. Donc, c'est ça, il y a moyen pour l'Iran de revenir dans un principe plus libéral, d'exclure, dans le fond, le clergé de leurs institutions politiques. Alors, est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir? Est-ce que la République islamique d'Iran va devenir simplement la République d'Iran? C'est tout à fait possible. C'est plus possible qu'on le pense. Probablement, ça va créer moins de potentiel de guerre civile, etc., puisque ce sont des institutions qui peuvent être tout simplement séparées sans avoir à remettre en compte l'intégralité, dans le fond, de la vie politique du pays. Les Iraniens sont un peuple fier, hein, ils ont des origines, ils se revendiquent encore de la Perse antique, du zoroastrisme, etc., au-delà de leur caractère islamique. Donc, il y a de l'espoir en Perse, il y a de l'espoir en Iran, il y a de l'espoir que ce joug islamique-là puisse être sur sa fin. Donc, tout mon soutien pour les Iraniennes et le peuple d'Iran qui aspire à son émancipation. Et on espère que ce genre de scène ne restera pas juste anecdotique et va se transcrire dans de véritables réformes politiques dans les prochains mois. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine.